Nous entrons dans le 7e entretien intitulé L'esprit humain a-t-il une finalité? Il s'agit donc d'un 7e entretien dans ce dialogue philosophique avec la jeunesse de l'esprit. Un 7e après un premier, à la rencontre de Socrate, un second avec Platon, un 3e avec Aristote, un 4e concernant la subjectivité, moderne en particulier, un 5e sur la nécessité d'un retour au réalisme, et un 6e sur l'homme en tant qu'être vivant de vie humaine. Donc nous voici à ce 7e entretien. L'esprit humain a-t-il une finalité? En philosophie du vivant, au-delà de la vie végétative et de la vie sensible que nous avons étudiée la dernière fois, nous nous sommes élevés et nous avons terminé en 3e et dernier niveau à la vie de l'esprit, la vie spirituelle. Cette vie propre à l'homme, à la différence de l'animal. En effet, l'homme pense, réfléchit, juge, critique, décide, aime ou contemple même. Ce qui caractérise ces activités, c'est qu'elles peuvent dépasser la vie du corps, la sensibilité, l'imagination et à coup sûr l'instinct propre à la vie animale. Par l'activité de l'intelligence, intus legere en latin, lire de l'intérieur, l'homme découvre, saisit une part de la signification de la réalité qu'il reçoit à l'aide des sens. Ce mot intelligence est souvent improprement utilisé. Être intelligent, ce n'est pas connaître beaucoup de choses. Être habile ou même surdoué, c'est être capable de poser un jugement vrai, qui n'a aucun rapport avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui utilise l'ordinateur lié à la quantité, c'est-à-dire à la vitesse et la récupération d'informations, tandis que l'intelligence est par nature qualitative, donc spirituelle, car liée à la réalité et non à des images accumulées et ordonnées de la réalité selon un mode opératoire programmé. Il ne s'agit pas de rejeter l'intelligence artificielle, mais il s'agit de bien la mettre à sa place et de faire attention. Juger, c'est faire le lien entre ce qui est et la pensée ou le dire. Bien juger, c'est faire en sorte que ce lien soit en adéquation, en conformité avec le réel tel qu'il est. D'où le philosophe affirme que l'intelligence de quelqu'un se mesure à la qualité de son jugement. Un homme générique bien entendu mesdames, un homme ou une femme, cela va de soi en philosophie. Un homme est intelligent quand ce qu'il pense et ce qu'il dit est adéquate à ce qui est, telle réalité, tel fait ou telle situation.
c'est celui ou celle qui découvre l'invisible au-delà du visible, à partir de l'être de la réalité et non pas d'une base de données. L'homme intelligent pose des actes volontaires, capables d'atteindre un bien dans le respect de la réalité, donc conformément à la nature humaine et à la nature inhérente à l'univers physique. La vie spirituelle possède ses propres finalités, transcendant celles de la vie végétative et sensible, que sont la procréation et la mémoire leurs finalités. Elle détermine et finalise une personne, épanouit sa personnalité profonde pour son bien propre, son bien personnel. L'esprit est intelligence et volonté, amour spirituel d'une personne. Deux finalités déterminent l'esprit. À partir de ces deux composantes, la vérité pour l'intelligence et le bien pour la volonté, pour l'amour d'une personne, qu'il convient d'étudier dans cet ordre, la vérité en vue du bien, la vérité précédant le bien. Unies entre elles, la vérité et le bien finalisent la vie de l'esprit, tous deux étant complémentaires et ordonnés l'une à l'autre dans la réciprocité. La question de la vérité est une question difficile, en ce sens qu'elle exige une réponse, ou plutôt des réponses diverses, selon l'angle sous lequel elle est abordée. D'ailleurs, dans la vie commune, ne dit-on pas ou n'entend-on pas si souvent à la question « Qu'est-ce que la vérité ?», les réponses suivantes. Chacun a sa vérité. Il y a des vérités. Il n'y a pas de vérité. Ou encore, la vérité, c'est Dieu. Pour ceux qui sont croyants. De plus, les gens n'aiment pas trop répondre à cette question, qui les dépasse, qui les agace même, et peut les indisposer face à eux-mêmes. La question de la vérité a-t-elle une origine dans l'histoire de la pensée occidentale ? De fait, elle est à l'origine de la pensée. Car les philosophes de la Grèce antique ont surnommé ceux qui cherchent la vérité les amis de la sagesse, d'où le terme philo, ami, sophia, sagesse, philosophie. De même, on désigne par présocratique ceux qui cherchaient la vérité sur l'univers, puis Socrate lui-même. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, semble être l'un des premiers à avoir parlé de la vérité. Allons, commençons par les muses, dont les hymnes en l'honneur de Zeus, leur père, réjouissent son grand esprit dans l'Olympe, quand d'une même voix elles disent ce qui est, ce qui sera et ce qui fut. La vérité apparaît dans une révélation à Parménide, 6e siècle avant Jésus-Christ. Allons, je vais te dire, et tu vas entendre quelles sont les seules voies de recherche ouvertes à l'intelligence, que l'être est, que le non-être n'est pas, chemin de la certitude qui accompagne la vérité. Tu ne peux avoir connaissance de ce qui n'est pas. Dans l'éthique à Nicomaque,
Aristote écrit sur le bonheur. Que ce soit donc l'intellect ou quelque autre faculté qui soit regardée comme possédant par nature le commandement et la direction et comme ayant la connaissance des réalités belles et divines. De plus, toujours Aristote, vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. À la suite d'Avicenne, philosophe arabe du Xe siècle, Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, écrit « Primo cadit in intellectu ens » en latin. Ce qui tombe en premier dans l'intelligence est ce qui est. Puis dans son ouvrage Le De Veritate, il affirme « La vérité est adequatio intellectus ad rem » adéquation de l'intelligence à la réalité. Descartes, XVIIe siècle, inverse cet ordre en considérant la primauté de la pensée sur l'être. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Dans les règles pour la direction de l'esprit, il écrit « Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s'occuper d'aucun objet dont ils ne puissent avoir une certitude égale à celle des démonstrations de l'arithmétique et de la géométrie. » Hegel, XIXe siècle, fait sien le questionnement cartésien. Il pose la subjectivité absolue comme vérité première. Dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, il affirme qu'on doit savoir ce qu'il faut entendre par vérité. Habituellement, nous nommons vérité l'accord d'un objet avec notre représentation. Nous avons dans ce cas comme présupposition un objet auquel la représentation que nous en avons doit être conforme. Au sens philosophique, par contre, toujours Hegel, vérité signifie, si on l'exprime d'une façon générale abstraitement, accord d'un contenu avec lui-même. C'est là ainsi une toute autre signification du terme vérité que celle qui a été mentionnée précédemment. Pour Nietzsche, XIXe siècle, dans le livre du philosophe, la vérité n'est qu'illusion. Ouvrez les guillemets. Le conflit tragique, tout ce qui est bon et tout ce qui est beau dépend de l'illusion. La vérité tue, qui plus est, elle se tue elle-même. Après ce bref retour historique, l'étude de ces questions ne renvoie pas à la réalité elle-même, mais à une relation avec la réalité. La vérité n'existe pas comme telle, mais en tant que relation entre la réalité et l'intelligence de l'homme. Il ne peut donc y avoir d'expérience de la vérité, mais diverses expériences du qualificatif vrai. Ainsi, la vérité se dit de multiples manières, selon qu'elle s'adresse à tel ou tel domaine de la vie, à tous les niveaux de la philosophie. Il importe de préciser que la question de la vérité demeure toujours
singulière. Elle n'est donc jamais collective ou communautaire. Il n'est pas possible de dire qu'une communauté humaine vit dans la vérité ou recherche la vérité, mais que chacun des membres d'une communauté vit ou recherche la vérité pour lui-même et pour les autres, que les membres partagent ensuite entre eux. Ainsi, nous ne pouvons pas décrire la vérité, mais décrire des expériences vraies dans la vie. Au plan artistique, la vérité est la fidélité qui apparaît entre l'inspiration de l'artiste et l'œuvre qu'il a réalisée, ou de l'artisan, son inspiration ou la copie de son modèle. Au plan éthique, c'est en se référant à l'étude de l'amitié que la vérité peut être découverte. L'amitié entre deux amis est finalisée par le bien de l'un pour l'autre, dans la réciprocité. Cependant, le bien est une personne, l'ami, et non pas un amour réciproque, une relation, la relation entre eux. D'où la vérité réside dans le bien personnel qui est le bien de la personne. Il en est de même pour la famille et au plan politique. Le bien personnel demeure le fondement du bien commun, finalité de la vie politique. Au plan du vivant qu'est l'homme, la vérité se situe au niveau de la vie de l'esprit, dans la conformité entre l'intelligence et la réalité. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, est-il conforme à ce qui est ? Ainsi, la recherche de la vérité est-elle la finalité de la vie intellectuelle ? Aussi, la vérité se dit-elle de multiples manières, mais elle apparaît à deux niveaux distincts. Toute réalité existante, vivante ou non, que ce soit une personne ou un petit caillou, existe et, en tant qu'il existe, la vérité est inhérente à la réalité elle-même, dans son existé propre. Elle est vraie en tant qu'elle existe en elle-même. Dans ce cas, il s'agit du vrai ontologique ou vérité ontologique, du grec ontos, logos, connaissance de l'être. On dit alors d'une réalité en tant qu'elle est ou qu'elle existe, qu'elle est vraie par son être en tant qu'être. Ensuite, l'intelligence humaine saisit cette réalité, mais sa saisie reste partielle, car intentionnelle, imparfaite par nature, l'intelligence n'étant pas la réalité, mais cherchant à la connaître, pour la part qu'elle peut atteindre d'elle. Elle ne peut saisir toute la vérité existant dans la réalité, demeurant relative à sa forme. Dans ce cas, il s'agit du vrai formel, ou bien vérité formelle, ce que l'intelligence peut saisir de la réalité de ce qu'elle est. La vérité existe donc à ces deux niveaux, ontologique, donc existentiel en lui-même, et formel, donc intellectuel par un autre, par la connaissance dans l'intelligence qui saisit une parcelle de vérité ontologique. D'un côté, la vérité ontologique est un donné de l'être en tant que tel, dans la réalité elle-même. De l'autre, la vérité formelle est la part
de la vérité ontologique connue et reçue dans l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligibilité. Y a-t-il un ordre entre le vrai dans la réalité et la vérité reçue dans l'intelligence? La réalité s'imposant à l'intelligence par son existé, la vérité ontologique est antérieure à la vérité formelle et évidemment la présuppose. Aujourd'hui, la pensée dominant le réel, la vérité formelle s'impose face à la vérité ontologique. Nous sommes face à une clé entre idéalisme et réalisme, où la sincérité, accord avec soi-même, risque toujours de se substituer à la vérité, relation à ce qui est. Devant celui qui dit qu'il n'est pas possible de juger quelqu'un, il faut ajouter que le jugement peut être soit existentiel, soit formel. Donc, en aucun cas, on ne peut juger, on ne doit juger la personne comme telle, mais on doit juger des actes ou des dires d'une personne, ce qui n'est pas du tout la même chose, ni du même niveau. Après la recherche de la vérité, finalité de la vie de l'intelligence. La seconde finalité de l'esprit s'adresse à l'amour. L'amour d'une personne qu'est la volonté. Si j'aime quelqu'un, c'est en vue de son bien. Qu'est-ce que le bien ? Il est intéressant de constater que la question du bien suit immédiatement celle de la vérité. Pourquoi ? En éthique, dans l'amitié, le bien détermine la relation entre deux amis. Le bien n'est pas la finalité, puisque c'est l'ami qui est fin. Dans le travail, la finalité est concrète, une œuvre pour l'artiste. De même, dans l'amitié, c'est l'ami, une personne. Aussi peut-on affirmer « Je suis le bien de mon ami ». De même, mon ami est mon bien. La détermination de l'amitié, c'est le bien. Et la finalité, c'est l'ami. Sachant cela, il est nécessaire de faire cette distinction entre le bien et la fin, avant d'entrer dans la question du bien proprement dit. Platon, IVe siècle avant Jésus-Christ, enseigne que l'âme ne peut atteindre la vérité qu'en quittant tout ce qui est de l'ordre du sensible, que le sensible relève de l'apparence, car fondé sur la matière corruptible. Aussi l'homme doit-il quitter le sensible pour atteindre son bien dans l'intelligible, qui est la contemplation des formes, et parmi elles, au sommet, la forme première, le bien en soi. Ainsi, dans la République, en se détachant du sensible, Platon désigne l'âme, l'organe pour l'écarter de ce qui est soumis au devenir, jusqu'à ce qu'elle devienne capable de soutenir la contemplation de ce qui est et de la région la plus lumineuse de ce qui est. Or, cela, c'est ce que nous affirmons être le bien. Les formes, le bien en soi, n'existant pas dans la réalité, Aristote corrige son maître.
Revenant au réalisme, au début de l'Éthique à Nicomaque, Aristote écrit « Tout art et toute recherche, de même que toute action et toute délibération réfléchie, tendent, semble-t-il, vers quelque bien. » Puis il précise « Quel est donc le bien dans chacun de ces cas ? N'est-ce pas la fin en vue de quoi tout le reste est effectué ? En médecine, c'est la santé. En stratégie, la victoire. Dans l'art de bâtir une maison. Dans un autre art, c'est une autre chose. Mais dans toute action, comme dans tout choix, le bien est la fin. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit toujours le reste. Aussi, en accord avec la vérité, le bien se dit de multiples manières. Plus de 20 siècles après, Descartes s'attache à juger du souverain bien, sommet de tous les biens. Le bien, dit-il, est au fini ce que le souverain bien est à l'infini. Dans les principes de la philosophie, Descartes écrit « Ceux que la fortune favorise le plus, qui ont abondance de santé, d'honneur, de richesse, ne sont pas plus exempts de ce désir que les autres. Au contraire, je me persuade que ce sont eux qui soupirent avec le plus d'ardeur après un autre bien plus souverain que tous ceux qu'ils possèdent. » Un siècle plus tard, Kant écrit dans les fondements de la métaphysique des mœurs : de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. Aussi, le bien n'existe que dans la connaissance, permettant à la volonté d'obéir à une loi universelle, selon Kant, dictée par la conscience commune dans un dépassement individuel de la pensée. Avec Hegel, après Descartes et Kant, le passage du fini à l'infini devient le mouvement de l'esprit sur lui-même, par un saut dialectique dans une synthèse trilogique, en vue de rechercher le bien supérieur de l'esprit. Dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel dit que le bien élève au-dessus du fini dans l'idée absolue. Séparée du fini par la négation, elle atteint l'infini où le savoir absolu devient pensée de la pensée. Le noésis noéséos d'Aristote tombant dans une subjectivité absolue. Après cette courte évocation historique, entrons dans l'analyse philosophique. Hors de la réalité, au même titre que la vérité, le bien en soi n'existe pas. Aussi, seules les expériences d'un bien concret peuvent en apporter une certaine connaissance. Au plan artistique, le bien de l'artiste, c'est son œuvre réalisée. Au plan éthique, le bien de l'homme, c'est l'ami. Au plan politique, le bien est le bien commun partagé dans l'unité des membres d'une communauté, qu'elle soit familiale, éducative, économique, associative,
culturelle ou sociétale. Aujourd'hui, le bien commun est souvent réduit à sa dimension économique, mêlée d'idéologie, pour ne pas dire de mondialisation, d'où une confusion avec l'intérêt général ou collectif qui n'est plus le bien commun. Au plan de la nature, le bien se situe dans le respect de l'harmonie de l'univers physique. Au plan du vivant, le bien se situe au niveau de la qualité humaine, par l'acquisition de vertus, d'habitus, vertus acquises, un habitus, favorisant l'épanouissement profond de l'homme par le sens de la finalité des diverses activités humaines, ordonnées au sens de la vie, au sens d'une sagesse de vie. Revenons à la question initiale. Qu'est-ce que le bien ? Le bien est ce qui attire, ce dont l'homme a besoin pour vivre et pour s'accomplir dans le respect de sa nature, de son être profond. Le bien n'est pas abstrait, mais il est concret, réel. Il met l'homme face au réalisme de sa vie. Aussi finalise-t-il l'acte humain, sinon ce n'est pas un bien, mais une action sans finalité. C'est là où l'on doit prendre conscience que les deux grandes composantes de l'esprit, l'amour spirituel et la recherche de la vérité, se rejoignent dans le bien. Cependant, elles se réfèrent aux deux ordres d'analyse propres à la vie de l'intelligence, l'ordre génétique, lié à la vie, et l'ordre de perfection lié à l'être, qui répondent à la fameuse question que nous avons vue de la relation de l'œuf et de la poule. Qui est premier, l'œuf ou la poule ? Selon l'ordre génétique, c'est l'œuf, et selon l'ordre de perfection, c'est la poule. La question du bien apparaît enfin avec celle de la personne. L'être incarné, son comment individué. Le bien est considéré comme une propriété de l'être, car l'être implique le bien pour atteindre la perfection et sa finalité. En relation avec la vérité, si la vérité formelle est mesurée par la vérité ontologique, l'amour est-il mesuré par le bien ? Si oui, quel est ce bien ? Il est une personne aimée. L'amour est mesuré par le bien, amour spirituel au-delà de la passion du sensible qu'il purifie en les finalisant. Ainsi, de la vie à l'être, l'esprit est ordonné à l'être, comme la vérité formelle l'est à la vérité ontologique. Pour finaliser, le bien doit donc être réel et connu. C'est en tant qu'il est connu qu'il attire. Si nous n'avons pas la connaissance d'un bien réel, nous ne pouvons pas être attirés par lui, car il n'existe pas comme tel. Le bien élève la personne en vue de sa fin, donc de son bonheur. D'où l'importance de la finalité dans la relation entre la vérité et l'amour. La vérité au service de la perfection de l'amour. Car un homme qui n'est pas ou insuffisamment finalisé ne peut rencontrer le bien qui lui donnera le vrai sens de la vie. De même, pour un pays ou un monde qui abandonne son bien commun, parce qu'il ne veut pas le connaître ou ne veut plus le reconnaître,
N'est-ce pas ce que l'on observe si souvent aujourd'hui, en particulier en Occident? Voilà cette séance, cet entretien sur l'esprit humain, les finalités de l'esprit humain, vérité et amour, et le lien entre les deux. Nous verrons la prochaine fois et nous aurons un nouvel entretien sur l'âme, connaître son âme, puis ensuite nous allons monter au niveau de la sagesse et nous allons, pour finir, tenter de comprendre quelle est la différence entre l'homme, l'individu, l'homme, la femme, l'enfant, l'individu, et la personne humaine dans sa signification la plus vraie, profonde. Bonsoir.